Rise, soyez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good afternoon, Ms. Prue, you have the floor. Bon après-midi, Maître Prou, vous avez la parole. Maître Prou, merci Monsieur le Président. Que je l'aurais souhaité, mais je continue à espérer pouvoir terminer avant la pause déjeuner et donner la parole ensuite à Maître Knops. Maître Knops, dit le Président, c'est à vous. Avez-vous une idée de la durée de votre contre-interrogatoire? Maître Knops, 2 heures peut-être? Et Maître Dimitri, dit le Président, je dois aussi vous consulter. Yes, the pressure's all... Maître Dimitri, oui. La pression retombe sur moi parce qu'il n'y a que 2 sessions demain. Je vais avoir beaucoup de mal à en terminer avec seulement 2 sessions. Mon collègue me suggère 3. Parce que vous savez, il s'agit d'un témoin. Le Président, vous n'avez pas besoin de fournir d'explications. Bon, nous allons raccourcir la pause déjeuner aujourd'hui. On pourra même essayer de terminer le contre-interrogatoire de Maître Knops cet après-midi en étendant un petit peu l'après-midi et puis on verra demain, ça pourrait fonctionner. En tout cas, on va essayer pour 2 raisons. Bon, évidemment, d'un point de vue égoïste, nous serions tous contents de terminer avant le week-end. Et puis, surtout, naturellement, pour Madame Samba Panza, qui aimerait beaucoup que nous puissions terminer notre interrogatoire demain. Et enfin, sans plus attendre, Maître Prou, vous pouvez poursuivre. Bonjour Madame. Avant de se quitter, avant la pause, je vous avais demandé si vous connaissiez ou si vous reconnaissiez Richard Béjoine comme leader des anti-Balaka. Et vous m'avez dit que, pas vraiment, hein, parce qu'ils étaient nombreux. Alors, sur ce, je voudrais vous montrer le document de la défense, qui est à l'onglet 40, car OTP 2030 0280. Et sous le titre coordonnateur des anti-Balaka, voilà, on voit coordonnateur général des anti-Balaka, Mokom Maxime. Alors ma question est, est-ce qu'au début 2014, vous reconnaissiez Mokom comme un des leaders anti-Balaka? Madame, je ne sais pas si vous avez oublié d'allumer votre micro comme hier, on ne peut pas vous entendre. Le micro est bien allumé et c'est bien en face de moi. Mais je disais que c'est un document qui ne me dit rien. Bon, il y a une liste, mais c'est un document qui ne me dit rien. Bon, il y a des noms que je reconnais, mais coordonnateur général, coordonnateur des anti-Balaka, moi, comme je connais. Moi, les documents que j'ai, c'est avec coordonnateur général, M. Ngaïsouna. Celui-là, je ne connais pas. Je ne sais pas, il date de quand, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. But may I? I think the question... Le Président, vous me permettez? La question qui pourrait être intéressante pour nous, c'est
si pendant les premiers jours, les premiers mois de 2014, est-ce que vous perceviez Maxime Mocom comme étant le chef des anti-Balaka? Je crois que c'était ça la question. Non, monsieur le juge. Moi, mes contacts, c'était avec monsieur Ngaïsona. Peut-être que Mocom faisait partie des personnes qui venaient, mais moi, mon contact, c'était monsieur Ngaïsona. Je voudrais vous montrer un autre document, toujours dans le classeur de la défense, à l'onglet 8. Car D30 0008 0030. Et il s'agit d'un article de presse, madame, qui a été publié le 19 mai 2014 et qui décrit que le mouvement anti-Balaka en Centrafrique n'a jamais été très structuré. Différents hommes se sont disputés le rôle de coordonnateur général. À la suite d'une réunion qui a eu lieu jeudi dernier en banlieue de Bangui, à Bimbo, un nouveau nom vient d'émerger, celui de Sébastien Vénézoui, un anti-Balaka basé au camp de déplacés de Mpoko. Et on ajoute un peu plus tard que son principal rival, Patrice Edouard Ngaïsona, parle de mascarade. Donc, madame, ici, on parle d'un autre leader, un rival, M. Vénézoui. Est-ce que vous le reconnaissez, est-ce que vous reconnaissez M. Vénézoui comme un des leaders des anti-Balaka à l'époque? Oui, monsieur le juge, il y a eu des problèmes au sein des anti-Balaka entre Sébastien Vénézoui et M. Ngaïsona qui se disputaient effectivement la tête des anti-Balaka, mais je crois savoir que par la suite, il y a eu réconciliation entre eux et qu'ils ont décidé de travailler ensemble. Mais Vénézoui, à un moment, s'est porté également comme leader des anti-Balaka. Il était actif sur le terrain. Voilà. Merci, on peut retirer le document. Mardi, à la page 39 de la transcription Real Time, quand le juge président vous a demandé avec qui vous parliez quand des problèmes survenaient, vous avez dit qu'ils étaient nombreux. Et vous avez mentionné, entre autres, M. Ngaïsona, Konaté, Kamezulai et Namsio. Alors, est-ce que j'ai bien compris que selon le type de problème qui survenait, ou selon l'endroit où les problèmes survenaient, vous pouviez faire appel à différentes personnes? Non. J'avais des interlocuteurs, c'est vrai, de différentes manières. Je ne faisais pas appel à toutes ces personnes-là. J'avais un interlocuteur régulier, c'était M. Ngaïsona, qui m'envoyait des documents, qui m'envoyait des propositions, qui faisait des déclarations dans les médias. C'était Ngaïsona. Quand j'interagissais avec les autres, les nations, etc., c'est pour les petites choses. C'est pour les petites choses. Je voudrais quand même juste vous relire la partie de votre témoignage de mardi, madame, parce que vous avez dit, et je vais lire ce que vous avez dit. D'abord, la question du juge, c'est « Et lorsque ces problèmes sont survenus, vous parliez avec qui ?» Et vous avez répondu « Ils étaient souvent très nombreux. Quand j'appelais les anti-Balaka, ils venaient nombreux, mais les interlocuteurs récurrents, c'était Patrice Ngaïsona, c'était Konaté, c'était Kamezulai, c'était « Il y a un certain nombre. Namsio Émotion, voilà. En tout cas, ils venaient, ils répondaient à mes appels. » Donc, vous faisiez appel à tous ces gens quand il y avait des problèmes. C'est bien ça?
Ça ne contredit absolument pas ce que j'ai dit, que j'interagissais avec beaucoup, mais le contact avec qui j'interagissais le plus, c'était Ngaïsouna. Ça va dans le sens de ce que j'ai dit. Alors, dans votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur, et c'est dans le classeur de la Chambre, à l'onglet 22, aux pages 08, 07 et 08, 08, vous avez dit qu'il y avait une myriade d'interlocuteurs et que le gouvernement aimerait avoir un interlocuteur. Vous confirmez ça? Oui, je l'ai dit. Merci, on peut retirer le document. Et donc, madame, est-ce que je comprends bien que c'est cette situation-là, hein, cette myriade d'interlocuteurs, c'est ce qui a mené les différents groupes anti-Balaka à tenter de s'unifier à travers la médiation de l'ONG Mouda et l'action de votre propre fille et à créer la coordination nationale. Est-ce que j'ai raison? Je n'ai pas de commentaire à faire. Je vais vous montrer l'onglet 60 dans le classeur de la défense. Car OTP 2084 0164. Est-ce que vous voyez le communiqué? Est-ce que vous avez déjà vu ce document, madame? Oui, j'étais au courant de cette activité. Et est-ce que vous êtes d'accord que cette création de la nouvelle coordination nationale a été réalisée à la demande du gouvernement de n'avoir qu'un seul interlocuteur? Ah, nous avons toujours souhaité avoir un seul interlocuteur. Ils se sont réunis parce qu'en leur sein, il y avait beaucoup de problèmes. Et la preuve, c'est qu'il y a un coordonnateur général et puis un coordonnateur adjoint parce qu'Onesu s'est déclaré, Ngaïsouna s'est déclaré déjà depuis le mois de janvier, même si vous rejetez le document que j'ai présenté tout à l'heure. Mais donc, il fallait qu'ils se mettent d'accord. Ils se sont mis d'accord. Et nous, au moins, on avait des interlocuteurs officiels en face. Je voudrais vous montrer un autre document dans le classeur de la défense à l'onglet 77. C'est car OTP 2101 4168, je pense. Laissez-moi vérifier. Alors non, pardon, c'était 4166, s'il vous plaît. C'est pas le bon.
Attendez un peu, je pense que j'ai une erreur. Laissez-moi vérifier. Alors oui, pardon, je voudrais qu'on montre la page 4168, s'il vous plaît. That is not. Le président, il ne s'agit pas du même document, je crois. Maître Proust, c'est une autre page que je voudrais faire afficher. Alors, madame, on parlait de l'unification sous l'égide d'une coordination nationale. C'était le 24 juin 2014. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça n'a pas duré très longtemps, n'est-ce pas? Parce que en août 2014, M. Ouenezoui a été chassé de la coordination nationale. Est-ce que vous vous en souvenez? Oh, il y avait beaucoup de problèmes au sein des anti-Balaka et de la coordination. Donc, il y avait toutes ces manœuvres-là, effectivement. Merci, on peut retirer le document. Madame, en novembre 2014, la coordination nationale s'est encore une fois scindée en deux, hein, entre les branches Ngaï Sena et les branches Mokom. Est-ce que vous étiez au courant de cela? Certainement, j'ai pas souvenance de ça, sincèrement. Je vais vous montrer un autre document qui est dans le classeur de la Défense à l'onglet 46. CAR OTP 2051 0479. Et c'est un extrait qui est à la page, qui commence à la page 0487. C'est au bas de la page, au paragraphe 22, et c'est en anglais, je vais vous en faire lecture. Il s'agit d'un... Can you tell us what it is? Président, est-ce que vous pourriez nous dire d'abord ce dont il s'agit, que nous sachions ce dont nous parlons? Cela semble être un rapport. Vous pourriez nous dire donc exactement ce dont il s'agit. Et également Madame Samba Panza, naturellement. Alors, Madame, le document que je vais vous montrer, c'est le rapport final du panel d'experts qui date du 5 décembre 2016. Donc, on est un petit peu après quand même. Et au paragraphe 22, et je vais le lire, on dit... La tenue, la question de savoir si les chefs du groupe armé participant au sein du comité représentent véritablement leurs combattants est la première question à se poser. Les chefs des anti-Balaka ont des difficultés à effectivement commander et contrôler leur groupe qui changent d'allégeance facilement selon les moyens financiers mis à leur disposition. Et avant de poser une question, je vais vous montrer un autre rapport qui est à l'onglet suivant, l'onglet 47. Monsieur le Président, le document qui a été montré a été brouillé par des problèmes techniques, donc j'ai vraiment pas pris connaissance de cela et j'ai pas compris ce que l'avocat de la défense voulait dire. Le Président, le rapport est en anglais. On peut peut-être simplement répéter ce qu'il contient, le traduire pour vous.
Et Maître Pro, vous pouvez poser votre question tout d'abord pour que ce ne soit pas trop compliqué. Madame Struyven, je pense qu'il est également important d'expliquer à la témoin que cela est dans le cadre du dialogue avec le président Touadéra. En 2016, le président, oui, effectivement, en 2016, pour orienter Madame Samba Panza, c'est après son mandat de président. Ce rapport a été élaboré sous la présidence de Touadéra. Maître Prou, vous pouvez le relire. Je vais reprendre, madame, je suis désolée, je suis peut-être allée un petit peu vite tout à l'heure. Alors, ce rapport qui date de décembre 2016 explique que le panel d'experts a des soucis par rapport à la représentation des combattants par les leaders des groupes armés. Et en particulier, on note que les anti-Balaka ont des difficultés à commander de façon efficace et à contrôler leurs groupes. Et que ces groupes changent d'allégeance régulièrement ou facilement selon les moyens financiers qui sont mis à leur disposition. Alors bien sûr, c'est un peu plus tard, c'est en 2016. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que même à l'époque, même en 2014, c'était le cas que les allégeances, que les groupes anti-Balaka étaient très fluides et étaient en constant mouvement? Je ne peux pas vous confirmer cela. Je ne peux pas, à partir d'un document établi 1 an après moi, vous confirmer une situation 1 an avant. Je ne peux pas. Je comprends tout à fait, madame, si vous n'êtes pas à l'aise. Ceci dit, vous étiez quand même une citoyenne centrafricaine et donc sur cette base-là, peut-être que vous pourriez apporter un élément de réponse, mais j'insiste pas. Je vais juste vous montrer encore un document qui est à l'onglet 47 dans le classeur de la défense. CAR OTP 2058 0607 à la page 0625. Et il s'agit encore une fois d'un rapport du panel d'experts. Celui-là date encore plus tard, en 2017. Et je vais vous lire un extrait qui est au paragraphe 84 en anglais. First, anti-Balaka. Les anti-Balaka n'ont pas de chaîne de commandement claire. Les deux chefs, Patrick Edouard Ngaïsona et Maxime Mokom, ont une influence limitée sur le terrain, étant donné que les allégeances des éléments locaux anti-Balaka varient selon différents facteurs, y compris leur évaluation de la capacité de chaque chef à faciliter leur accès au désarmement, la démobilisation, la réintégration et le rapatriement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que même au cours de 2014, cette situation prévalait, c'est-à-dire que les anti-Balaka n'avaient pas de chaîne de commandement clairement établie et que les allégeances des éléments passaient d'un leader à l'autre constamment? Je n'ai pas connu beaucoup de leaders anti-Balaka qui, dans cette situation, vous avez parlé de Mokom, vous avez parlé de Wenezu. C'est tout ce que je sais comme leader qui se partageait le leadership des anti-Balaka. Donc, voilà. Madame, il y avait aussi été question d'une aile Kokaté. Vous êtes d'accord? El Kokaté, je sais pas. El Kokaté. Kokaté, Bara, c'est des gens qui ont été exclus des anti-Balaka, mais leur aile n'était pas consistante.
Dans votre entretien avec le bureau du procureur, qui est à l'onglet 23 dans le classeur de la Chambre, 2107-08-19, à la page 0829, les enquêteurs vous demandent si vous pensez que les leaders anti-Balaka dans différentes localités ou provinces rendaient compte à une entité spécifique. Et vous répondez que vous ne le savez pas, parce que vous avez lu un document de Kokaté qui se plaignait qu'ils n'avaient pas de maîtrise sur leurs éléments. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Oui. Quand j'ai reçu les anti-Balaka le 25 janvier, c'est ce que Kokaté avait déclaré, qu'ils n'avaient pas de contrôle sur leurs éléments. C'était au début, mais par la suite, ils se sont mieux organisés. Mais en janvier, le 25 janvier, quand j'ai reçu les anti-Balaka, la déclaration de Kokaté comportait donc cette affirmation. Lors de l'audience de mardi, c'est à la page 54 dans la transcription, vous avez parlé de l'infiltration des anti-Balaka par des bandits et des voyous, et vous avez ajouté « c'est eux qui causaient le plus de problèmes, puisque de toutes les façons, le mouvement, la coordination, je pense, ne pouvait pas avoir d'emprise sur ces jeunes dans le quartier, sur le terrain. » Bon, ils ont essayé de mettre en place des structures, mais n'empêche qu'il y a des éléments incontrôlables. Ça, il n'y a rien à faire. Est-ce que vous maintenez, madame, Il n'y a pas que moi. J'avais une question, pardon. Oui, allez-y. Est-ce que vous maintenez, madame, que la coordination ne pouvait rien faire pour arrêter les éléments incontrôlables, malgré leur tentative de mettre sur pied des structures? Monsieur Ngaïsona l'a affirmé dans une de ses déclarations. Monsieur Kokaté l'a affirmé dans une de ses déclarations. Donc, je prends ça comme des vérités qu'ils ont eux-mêmes dites. Mais Madame Mardi, c'est vous qui l'avez dit. Vous avez dit vous-même. En reprenant les déclarations de Ngaïsona de Kokaté. Ngaïsona l'a dit, vous avez les documents, vous avez les déclarations à la radio, dans la presse, etc. Pour dire qu'ils ont été infiltrés par des faux anti-Balaka et qu'il leur était difficile donc de les maîtriser. C'était de notoriété publique. Madame Samba-Panza, est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que quand on parle des anti-Balaka, en général, ça peut porter à confusion, hein, parce qu'on en a parlé depuis ce matin, on parle de plusieurs groupuscules séparés par leur propre localité. Vous avez parlé d'une myriade de chefs. On peut parler des anti-Balaka de l'attaque du 5 décembre. On peut parler des voyous qui se sont joints par la suite. On peut parler des faux anti-Balaka. Ça peut faire référence à la coordination ou même aux civils qui sont mépris pour des anti-Balaka. Alors, quand on donne l'étiquette générale anti-Balaka, ça manque un peu de précision. Vous êtes d'accord? Si vous pensez que c'est cela. En fait, je voulais savoir ce que vous en pensez, madame. Moi, je suis pas témoin dans l'affaire. Je n'ai pas d'opinion sur cette question. Très bien, je vais changer de sujet. Pendant votre témoignage cette semaine, vous avez à quelques reprises expliqué que
que vos informations, les informations que vous receviez à la présidence sur les anti-Balaka et sur M. Nguyen Sona lui-même, provenaient de notes d'information, des notes de gendarmerie, vous avez dit. Et je voulais savoir, est-ce que vous avez pu vérifier vous-même les informations contenues dans ces notes? Madame, il ne m'appartient pas à moi, chef d'État, d'aller vérifier les informations que les renseignements généraux m'envoient. Je fais des recoupements, je donne à mes services pour faire des recoupements. Est-ce que vous avez pu discuter avec les auteurs des notes? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez pu leur demander quelles étaient leurs sources? Il ne m'appartient pas de faire ce travail-là. Les gens à qui je transmets ces notes-là sont chargés de faire ce genre de travail. Je vous posais ces questions, madame, parce que dans le cours du procès, on a eu plusieurs témoins, des témoins qui étaient au gouvernement ou qui étaient proches du gouvernement centrafricain à l'époque. Et ces témoins ont discrédité devant la Cour la fiabilité des services de renseignement et des fiches d'information. Et je vais vous faire référence d'abord au Premier ministre Tiangaï, qui était ici il y a un peu plus de 2 ans, et qui nous a dit, c'était la transcription 53, aux pages 14 à 16, il a dit, il y a des gens qui font des fiches pour avoir de l'argent. Donc, ils peuvent établir des fiches qui ne sont pas du tout conformes à la réalité. Il a ajouté, il y a toujours des fiches mensongères où les gens cherchent à régler leur compte personnel. Et quand on lui a demandé comment on pouvait vérifier si l'information contenue dans les fiches était véritable, il nous a dit qu'il fallait faire des recoupements. Il doit y avoir un service qui doit procéder à des recoupements pour tirer la substance de ce qui relève de la réalité. Mais, Juge président, maître Prou, c'est trop long, c'est bien trop long. Pourquoi ne vous arrêtez-vous pas après la première citation, la première partie de la citation de M. Changaya? Donc la question, Madame Samba-Panza, c'est est-ce que on a attiré votre attention sur la possibilité que la véracité de ces rapports soit remise en question, ou puisse être remise en question? Monsieur le juge, on n'a pas besoin d'attirer mon attention là-dessus. Dans le monde entier, dans tous les États, les services de renseignement ne sont pas fiables à 100%, et que les éléments d'information qu'ils mettent à la disposition des autorités doivent être vérifiés, doivent être recoupés pour savoir si ces informations sont réelles et sont vérifiables. Et donc, au niveau de mon gouvernement, c'est ce qu'on a fait. On a au niveau de la présidence un service de renseignement qui est là, appuyé par la communauté internationale et à qui, donc, on ventilait les éléments d'information reçus pour confirmation. C'est vrai ce que Maître Tchangaï a dit. Dans les fiches d'information, les gens recherchaient de l'argent, etc. Mais quand on envoie une fiche au chef de l'État, quel argent elle va donner? Le type, il travaille dans le cadre de ses responsabilités. J'ai pas d'argent à lui donner, ils font son travail. Si c'est pour être bien vu, j'en reçois beaucoup de fiches. Donc, Maître Tchangaï, ce qu'il a dit, c'est vrai, mais nous avons également la possibilité de vérifier, et les éléments d'information concernant les anti-Balaka, les structures, etc. et tout, c'est des éléments qui ont été qui sont vérifiables. Juge président, d'accord, merci. Je veux juste vous donner l'opportunité de commenter sur 2 autres, ce qu'ont dit 2 autres témoins. Le témoin 0876, à la transcription T88, a dit que souvent les rapports de renseignement dans notre pays
relèvent beaucoup plus de radio-trottoir. Souvent difficile de vérifier la source. Et un autre témoin que vous connaissez très bien, hein, M. Demafoot, qui est venu témoigner en 2001, à la transcription T47, page 5 à 8, a dit, et je vais citer un très court extrait, a dit « Il faut reconnaître que les services de renseignement ne fonctionnaient pas bien, parce que les instruments qui permettent souvent de collecter les bonnes informations, qui sont la police et la gendarmerie, ne fonctionnaient pas. » Oh, j'ai dit 2001, c'était 2021 qu'il est venu témoigner, pardon. Alors, est-ce que vous voudriez faire des commentaires sur ces deux extraits? Monsieur le juge, je n'ai pas de commentaires. Je ne peux pas faire de commentaires des témoignages des autres. Mais je dis simplement que ce qu'ils disent n'est pas faux. Mais je ne peux pas faire des commentaires du témoignage des autres. Je ne peux pas. Je comprends votre position tout à fait, je la respecte. Une dernière question sur ce sujet. Donc, tout en sachant que les fiches contenaient des informations mensongères, vous n'avez quand même pas pris les moyens pour les vérifier et vous avez agi sur la base du contenu de ces fiches, c'est ça? Président, alors, savoir, c'est pas une bonne représentation. Madame Straven, Monsieur le Président, elle vient d'expliquer comment elle traitait ces fiches de renseignement et comment elles étaient vérifiées. Juge président, oui, d'accord. Maître Proulx, vous pouvez reformuler ça de manière correcte. Vous savez bien que ce n'est pas exactement le reflet de ce qu'a dit le témoin. Vous auriez pu dire, vous pourrez dire par exemple, prendre ces incertitudes en compte, ou ces possibles points d'incorrection. Et bien sûr, nous rappelons que M. Demafoot et l'autre témoin, ce que M. Demafoot et l'autre témoin ont dit. Vous avez consciemment remis en doute des informations contenues dans les fiches, parce que vous saviez qu'il pouvait y avoir des erreurs. Et bien sûr, quand on est à la tête de l'État et qu'on assume ces responsabilités-là, on connaît qu'on a des marges d'erreur dans les informations reçues et qu'il ne faut pas les prendre tous pour argent comptant. Mais quand on a plusieurs fiches qui se recoupent et qui donnent les mêmes informations, il y a beaucoup de chances que ces fiches donnent des informations qui soient vérifiables et réelles. Monsieur Demafoot était dans mon cabinet à la présidence et il était souvent destinataire de la plupart de ces fiches de renseignement en tant que responsable de la sécurité. Pardon, j'ai une autre question à la suite de votre réponse. Est-ce que c'est possible, madame, puisque vous nous avez dit que vous ne connaissiez pas les auteurs des fiches, c'est possible que plusieurs de ces fiches aient eu le même auteur? Et donc, quand on dit que ça se recoupe, en fait, ça ne vient quand même que d'une seule source. Non, les sources d'information de l'État viennent de plusieurs origines. Il y a la gendarmerie, il y a le service de renseignement de la défense, il y a les renseignements généraux, il y a plusieurs sources. Donc, c'est ce que je dis. Il y a plusieurs sources. On reçoit des informations des services de renseignement d'un peu partout. Donc, voilà. Et puis, on envoie ça aux services pour les exploiter. Pour les exploiter. Mais si vous pensez que j'ai reçu des informations sur la coordination anti-Balaka et qu'elles sont fausses, parce que mes services de renseignement sont faux, mais nous avons des déclarations, nous avons des documents qui établissent quel est le coordonnateur des anti-Balaka. Vous les avez reçus, il y a des déclarations, il y a des écrits, il y a des choses qui établissent que la coordination anti-Balaka et M. Ngaïsona, même si après il y a eu des problèmes de leadership au sein des anti-Balaka, mais vous n'allez pas ignorer tous ces documents signés
publié, signé le coordonnateur des anti-Balaka, quand même. Je vais passer à un autre sujet, madame. Et je voudrais justement discuter du rôle et des actions de M. Nguy Sona en 2014. Et je voudrais d'abord vous faire écouter un extrait d'une interview qu'il a donnée. C'est dans le classeur de la Chambre, à l'onglet 48, car OTP 2042 0916 et la transcription pour les interprètes est au document 49 2088 0649. C'est une interview en sango qui date du 1er juillet 2014. Et dans un premier temps, je voudrais vous faire écouter 2 minutes de cette interview, commençant à la minute 6:00 jusqu'à 8:04. Et pour la transcription, ce sont les lignes 71 à 94. Et quand j'aurai un signe des interprètes qu'ils sont prêts, on pourra commencer. Alors, on me fait signe que c'est bon, on y va? Mon travail en tant que coordonnateur, c'est une personne qui travaille en tant que manager général du groupe Anti-Balaka. Cela veut dire que j'ai une grosse responsabilité car je dois chercher à porter leurs pensées, leurs espoirs ou bien leurs revendications aux interlocuteurs qui sont en face de nous, que ce soit les autorités nationales ou internationales, et également d'amener les enfants qui sont dans le groupe Anti-Balaka à connaître leur motivation, les raisons qui les ont poussés hier à se lever, qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui, quel est l'avenir de notre pays. Je pense que c'est un rôle important que j'ai afin de conscientiser les enfants, puisque certains continuent de penser que même après que nous sommes arrivés à Bangui, nous devons continuer à piller, à tuer, à détruire les choses. Mais là n'est pas notre but. Si nous sommes venus, s'ils sont arrivés, nous sommes arrivés à Bangui, c'est pour que notre pays puisse retomber sur ses pieds afin de conserver sa tradition. Nous devons attendre les discussions que nous entamons avec le gouvernement, les discussions que nous entamons avec les partenaires internationaux qui ont pour objectif de chercher à voir comment leurs revendications peuvent bien sonner à l'oreille de ses frères pour qu'ils puissent les prendre en considération. Aujourd'hui, mon rôle de coordonnateur est... Aujourd'hui, par exemple, les gens pensent que les anti-Balaka sont des gens qui ont l'intention d'exterminer nos frères musulmans. Or, ce n'est pas le cas. L'anti-Balaka est arrivé pour lutter contre les gens armés qui, hier, commettaient des crimes contre la population centrafricaine. Les anti-Balaka sont venus hier contre eux, les mercenaires. D'ailleurs, et c'est surtout ça la principale préoccupation des anti-Balaka, un étranger qui vient dans notre pays pour faire de l'occupation, pour prendre les armes et tuer les enfants du pays. Nous ne pouvons pas accepter cela et voir les enfants du pays souffrir. Mais par contre, nos frères musulmans centrafricains, avec lesquels nous étions habitués à cohabiter avant l'indépendance, après l'indépendance, nous vivions ensemble. Dieu fera en sorte que nous continuions à vivre ensemble et à rester ensemble.
Madame, vous avez entendu les propos de M. Ngaïsona. J'ai juste une question préliminaire d'abord. Vous avez entendu M. Ngaïsona faire référence aux enfants. En Centrafrique, on s'entend, quand on dit les enfants, ça ne veut pas nécessairement dire des mineurs, hein, ça veut dire des jeunes. Vous êtes d'accord? Quand il parle des anti-Balaka qui sont sous lui, il parle des enfants. Alors, dans cet extrait, M. Ngaïsona décrit son rôle comme un rôle essentiellement politique. Il parle de représentation auprès des autorités nationales et internationales. Il parle de conscientisation pour le retour à la paix. Alors, est-ce que vous êtes d'accord, selon ce que vous en savez, hein, que le rôle de M. Ngaïsona était essentiellement celui d'un politicien en 2014? En tout cas, je me réjouis d'une chose, c'est que lui-même, il déclare qu'il est coordonnateur. Ce que vous aviez l'air de contester tout à l'heure. Donc, je me réjouis que lui, au moins, il reconnaît qu'il est coordonnateur des anti-Balaka. Maintenant, sa mission, il l'a décrit, c'est pleine de bonne volonté, de bonne intention. C'est tout à son honneur. Ce qu'il a dit, c'est tout à son honneur. C'est tout ce que je peux dire. Vous avez un petit peu évité ma question. Je ne suis pas sûre si c'était volontaire. Je vous suggérais que c'était un rôle politique. Pardon. Non, j'ai pas... pas de souci. Pardon, allez-y. Je vous suggérais que c'était un rôle politique, essentiellement politique. Je vous demandais si vous étiez d'accord. Essentiellement politique, oui, ça fait partie d'autres rôles politiques et autres choses, certainement. Et vous qui avez été en politique active, madame, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que beaucoup de politiciens, peut-être même la plupart des politiciens, exagèrent à l'occasion certains faits, hein, qu'ils peuvent avoir tendance à, par exemple, exagérer l'ampleur de leur soutien, le nombre de leurs supporters, et qu'on ne peut pas nécessairement toujours se fier à ce qu'ils disent dans les médias, par exemple? Avec votre permission, je m'abstiendrai de répondre à ce genre de questions. C'est des commentaires personnels que vous me demandez. Je préfère, Monsieur le Président, si je peux m'abstenir de répondre à cela. This was also very... Juge président, c'était effectivement une question très générique, pas la peine d'insister là-dessus. Peut-être que ça peut s'appliquer à n'importe quel pays, à n'importe quel moment. Hein, les politiques, c'est... Bon, je crois que c'est pas suffisamment près du point qui nous occupe. Hein. Poursuivez, s'il vous plaît. Puisque nous marquons cette petite interlude, je pourrais imaginer, Maître Dimitri, que Maître Prou, au cours des 30 ou 40 dernières minutes, a touché à certains sujets que vous auriez souhaité vous-même évoquer. Je spécule simplement. As you can see, Maître Dimitri, comme vous le voyez, je fais trois choses en même temps. Je suis le témoin, je réduis des questions de mon interrogatoire, mais malheureusement, j'en rajoute également certaines parfois. Juge président, mais je suis sûr que vous avez enlevé plus que vous avez rajouté. Maître Dimitri, si ça peut vous rassurer et rassurer également Madame la Présidente, j'ai échangé des sujets avec l'équipe Ngaïsona. Donc moi, je vais voir avec le témoin des éléments qui n'ont pas été abordés par le témoin jusque-là. Parce qu'elle était présidente, parce qu'elle a été maire de Bangui, je souhaitais utiliser son savoir et sa vision de ce qui se passait pour établir certains faits. Et c'est également dans un souci de célérité, parce qu'à travers certaines de ces réponses, je pourrais peut-être réduire un certain nombre d'éléments que nous souhaitons faire émerger. Juge président, oui, c'est tout à fait clair. Comme je le disais, on essaie, bien entendu, mais on ne force rien. On n'a jamais rien forcé, de fait. Maître Prou, je vous en prie, poursuivez.
Madame, je reviens sur ce qu'on discutait. Vous avez raison que ma question était très générale et je respecte que vous décliniez d'y répondre. Mais sur le même thème, j'ai une question plus spécifique. Hier, le bureau du procureur vous a montré un document qui est à l'onglet 57 dans leur classeur. Je n'ai pas vraiment besoin de vous le montrer. Dans cet article de presse, on cite M. Ngaïsona qui a dit que les miliciens seraient environ 70 000 sur tout le pays. Vous êtes d'accord que 70 000, c'est une grosse exagération, madame? Je vous disais dans l'une de mes déclarations que quand j'ai reçu une équipe d'Anti-Balaka et qu'ils me demandaient de leur permettre d'avoir des badges et que j'ai demandé combien ils estimaient leur élément, ils m'avaient parlé de 58 000 déjà et que j'ai trouvé c'était vraiment un chiffre impressionnant. Mais 70 000 quand ils parlent des faux Balaka, quand ils parlent de ceux qui ont intégré, etc. et tout à gauche, à droite, c'est possible. Hein. Si on fait la part des vrais anti-Balaka, des faux, bon, c'est eux qui pourront déterminer, mais avec tout ce mélange, c'est possible. C'est possible qu'on y arrive. Juste pour ajouter à votre réflexion, l'article lui-même dit que ce chiffre de 70 000 est jugé farfelu par de nombreux observateurs. Est-ce qu'on peut s'entendre que c'était une exagération? Mais s'ils le disent, j'ai pas de commentaire. Hier, vous avez aussi été amené à faire des commentaires sur une interview de M. Ngaïsona. Encore une fois, je n'ai pas besoin de vous la remontrer. C'était le document de la Chambre à l'onglet 7. Et dans cette interview, M. Ngaïsona affirme que quand il donne des ordres, c'est immédiatement suivi des faits. Je vous suggère, madame, qu'encore une fois, c'est une exagération dans le cadre d'un discours politique de M. Ngaïsona. Est-ce que vous voulez donner une réponse? Madame Streven, juge président. Alors, attendez. Une seconde, Madame Samba Panza. Une seconde. Madame le procureur. Alors, on a demandé à la présidente de faire un commentaire sur un commentaire qu'a pu formuler M. Ngaïsona dans une interview. Juge président, tout à fait. On peut pas. Enfin, ou en tout cas, on pourrait. Si on lui pose la question au témoin, comment elle a perçu cela? Qu'est-ce que cela a évoqué ou quelle a été sa sensation? Peut-être, Maître Proulx, pourrez-vous reformuler, selon l'angle, quelle est votre perception de ces commentaires de M. Ngaïsona? Est-ce que vous l'avez reçu pleinement, par exemple? Ou on peut poser la question comme ça, parce que, avec tout ce qu'on dit, bon, comment dire, on dit quelque chose, mais ça peut être perçu d'une manière qui est différente selon le contexte dans lequel ce qu'on dit est formulé. Donc voilà. Je vous en prie, Maître Proulx. Je vais prendre un chemin détourné pour y arriver. Vous avez parlé hier, madame, de plusieurs déclarations par M. Ngaïsona en 2014, dans lesquelles il demandait aux anti-Balaka de laisser tomber les armes et de respecter la paix. Vous êtes d'accord avec moi que ces ordres n'ont pas été respectés? Oui, on l'a constaté. Les exactions ont perduré jusqu'en 2015. Je vous remercie. Je vais changer de sujet. Je voudrais parler du cantonnement et de la demande des anti-Balaka d'être insérés dans le DDR. Et encore une fois, on en a parlé beaucoup. Je vais faire attention de ne pas répéter. Mais est-ce que j'ai raison de penser qu'en 2014, vous avez eu pas mal de discussions avec M. Ngaïsona sur ce sujet, le cantonnement et le DDR, et
que c'était une de ces demandes. C'est exact? Je vais essayer de répondre, même si le problème que je vois technique. Oui, il a beaucoup parlé de... Juge président, nous avons un petit problème de connexion une nouvelle fois. Madame Samba Panza, soyez patiente, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez reprendre votre réponse depuis le début? Merci. Oui, on a souvent échangé à propos du cantonnement. Enfin, échanger, c'est trop dire. Il a souvent écrit aux autorités de la transition au sujet du cantonnement et du DDR. Nous, on a botté en touche le DDR parce que c'est un processus qui est plus lourd, qui est plus long et qui devait être mis en place bien après. Et d'ailleurs, le processus DDR a réellement commencé à se profiler à l'horizon à partir de, 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 de Brazzaville. Donc le DDR en tant que tel, on a commencé à en parler réellement et à s'en occuper avec le RSS en 2015, après les consultations populaires à la base, etc. Avant cela, il parlait de cantonnement. Il a demandé que les éléments des anti-Balaka soient cantonnés. Ça a été une demande récurrente qu'il nous était difficile de satisfaire compte tenu des moyens que nous n'avions pas. Et d'ailleurs, pour le DDR, quand on a commencé à aborder cette question en 2015, compte tenu des coûts que cela supposait, on a décidé de commencer par un pré-DDR, quitte à ce que les autorités légitimes qui viendraient après la transition s'occupent du processus du DDR. Mais en ce qui concerne le cantonnement, oui, il y a eu plusieurs demandes insistantes de lettres, en tout cas de courrier de M. Ngaïsona parlant de cantonnement. Merci. Sur ce chiffre-là de 58 000 anti-Balaka, dans votre déclaration aux enquêteurs du bureau du procureur, c'est à l'onglet 23 de la Chambre, à la page 0842, vous avez dit, au sujet de ce chiffre de 58 000, que c'était totalement faux. Est-ce que vous maintenez que c'était un chiffre qui était faux? C'était pour moi un chiffre ahurissant. Je ne m'attendais pas à autant d'éléments anti-Balaka sur le terrain. Et donc, quand ils m'ont dit ça, c'est fou. Donc, j'ai considéré que c'était faux. Je voudrais qu'on vous montre dans le classeur de la Chambre, l'onglet 12, car OTP 2087 9176. À la page 9179. Il s'agit d'un document préparé par les anti-Balaka en février 2014 pour demander le cantonnement. Et on dit en haut qu'on évalue l'effectif global à environ 50 000 combattants. Est-ce que c'est un chiffre qui vous a déjà été soumis? Ce document, je pense que je l'ai reçu, ce document. Mais c'est pareil, 50 000, 58 000, on tourne autour de ces chiffres-là. Mais j'ai reçu ce document.
je voudrais vous montrer un autre onglet, un autre document qui est dans le classeur du bureau du procureur à l'onglet 4. Car OTP 0080 0818. C'est un document confidentiel. Et au deuxième paragraphe, il s'agit d'un bulletin de renseignement, madame. Au deuxième paragraphe, on estime les anti-Balaka à environ 10 000 hommes dans la capitale et 40 000 dans l'arrière-pays. Donc 50 000, le même chiffre que dans le document des anti-Balaka que vous venez de voir. Alors ma question est, est-ce que le chiffre de vos services de renseignement était exagéré, tout comme celui des anti-Balaka, ou est-ce que ce chiffre a pu être à peu près exact? Je n'en ai pas souvenir. Je n'ai pas fait de comparaison. Je n'ai pas fait cette analyse-là. Je voudrais qu'on ramène le document précédent. Je vous demande pardon pour tous les allers-retours. C'est classeur de la Chambre à l'onglet 12. Car OTP 2087 9176. Et qu'on montre la page 9181. Alors, madame, il s'agit toujours de cette demande que vous avez reçue de la part des anti-Balaka au sujet du cantonnement. Et si vous descendez un peu, on fait le décompte des éléments par quartier de Bangui ou des alentours et on arrive à un total de 10 084 éléments. Et non pas 58 ou 50 000. 58 000, je veux dire. Est-ce que vous étiez au courant qu'on avait en fait demandé le cantonnement de 10 000 éléments et non pas 50 000? Si c'est dans ce document, j'ai reçu ce document. Si c'est dans le document que vous avez présenté tout à l'heure, j'ai reçu ce document. Oui, effectivement, c'est le même document, madame. Et donc, ma question, en fait, c'est parce que vous avez dit que vous aviez refusé le cantonnement parce qu'il n'y avait pas les moyens de cantonner 58 000 éléments. Mais dans le document, on vous demande de cantonner 10 000. Est-ce que vous avez pris en compte cette demande? Moi, quand j'ai reçu cette demande, ce qui m'a frappé, c'est que les responsables de ces secteurs étaient tous des militaires. Tous des capitaines, des commandants, voilà, tous. J'ai vu qu'il y avait une forte implication des militaires à la tête donc de ces zones. Et déjà, ça m'avait totalement découragé que les membres des forces armées centrafricaines aillent s'occuper d'organiser les anti-Balaka. Déjà, ça m'avait empêché d'accepter ça. Et puis donc, le reste, j'ai dit que c'était pas possible de cantonner, on n'avait pas les moyens, et puis c'était trop tôt, et puis c'était difficile à contrôler tout cela. Le président. Est-ce que nous avons une date, Maître Proulx, pour ce document? President? Maître Proulx, oui. Le document est en date de février 2014. Février 2014. J'essaie de bien comprendre votre réponse, madame. Donc, vous aviez dit tout à l'heure, enfin hier et les jours précédents, vous avez refusé de cantonner 58 000 parce que c'était trop. C'était un chiffre exagéré. Vous n'aviez pas les moyens. Mais quand vous avez reçu ce document qui demandait le cantonnement de 10 000 éléments, quelle a été votre réponse? C'est dans la même logique, ce document-là de cantonnement. C'est dans la même logique. Sauf que, bon, on essaye, indépendamment de la province, à Bangui, on a essayé de sectionner ça en fonction des zones et des quartiers.
Et à la tête de ces zones et de ces quartiers, on mettait des militaires, des gens des forces armées centrafricaines. Donc, il y a eu plusieurs réflexions. Il y a eu plusieurs réflexions, dont ce que je vous dis. Le président, Maître Prou, vous devez aider les juges une nouvelle fois. Bon, on a parlé d'un peu plus de 10 000 hommes. C'est le chiffre qui se trouve dans ce rapport interne pour Bangui. Alors, est-ce que c'est une partie ou bien est-ce que c'est le chiffre pour Bangui ou pour l'ensemble du pays? Maître Prou. Merci pour cette question, Monsieur le Président. Sur la page de couverture de ce document, il est indiqué qu'il s'agit de la première étape du cantonnement et que ce n'est que pour Bangui, le Président. Il faut prendre cela en considération, sachant que nous en avons 40 000 dans le reste du pays. Et puis, il y a peut-être la 3e, 4e, 5e étape. Madame Struyven. Effectivement, il y a un deuxième document qui traite de la 2e étape. Le président. Oui, vous vous êtes levé pour essayer de nous aider à comprendre ce que nous avions sous les yeux. Maître Prou. Je vous ai bien compris. Donc, 58 000, c'était trop. Vous n'avez pas les moyens de les cantonner. 10 000, je comprends bien, c'est un peu les mêmes raisons. Alors, dans le cadre de votre dialogue avec les anti-Balaka, est-ce que vous avez fait une contre-proposition? Est-ce que vous avez offert, par exemple, ou suggéré de cantonner un plus petit nombre pour commencer? Dans nos échanges, puisqu'on parlait de cantonnement et on parlait de retour de certains anti-Balaka de province dans leur zone d'origine. Donc, dans nos discussions, nous avons abordé ces aspects-là également. Et j'ai dit que je pouvais voir avec la communauté internationale pour aider au retour dans leur zone d'origine de certains éléments des anti-Balaka venant de province et qu'on allait contacter la FAO, le PNUD, etc., enfin les Nations Unies, pour essayer de les aider à repartir avec des kits. Comme souvent ce sont des agriculteurs. Je dis ça, j'ai expliqué ça hier ou avant-hier. Comme c'était des agriculteurs, etc., qu'on essayait de les ramener. Il y avait eu cette question d'argent. On a discuté de cela. J'ai donné des éléments d'explication. Je ne comprends pas qu'on revienne dessus. Je n'ai peut-être pas été clair. Non, vous êtes très claire, madame, et je suis désolée d'insister. Je ne voulais pas vous parler ici du retour des éléments en province. Je vous parlais du cantonnement. Je voulais savoir si il y a eu des négociations sur le nombre d'éléments qu'on pouvait potentiellement cantonner. Ou est-ce que vous avez vu la demande pour 58 000 et pour 10 000 et vous avez simplement dit non et ça a été la fin de la discussion? On n'en a pas discuté. On n'en a pas discuté. Ça a porté sur la situation des anti-Balaka globalement. Je n'ai vraiment pas discuté du cantonnement de 58 000 anti-Balaka, ni les 10 000. Dans votre déclaration, et d'ailleurs tout à l'heure vous avez fait allusion à la même chose, vous avez dit qu'il est difficile de cantonner un mouvement qu'on n'arrive pas à contrôler. Est-ce que vous êtes toujours de cet avis? Je pense que depuis 10 minutes, on parle du nombre d'anti-Balaka, de l'immixtion dans les anti-Balaka, d'éléments incontrôlés, etc., de voyous. On parle de ça depuis 10 ou 15 minutes. Comment voulez-vous qu'on cantonne des gens qui sont venus intégrer un mouvement qu'on n'arrive pas à maîtriser? Comment voulez-vous qu'on les cantonne? Ça fait 10 minutes qu'on parle de ça. J'ai bien compris votre réponse. Mais tout à l'heure, vous nous avez bien dit qu'on ne contrôlait pas non plus les Séléka. Et pourtant, eux ont été cantonnés, non? Alors, comment vous expliquez ça? Attention.
Il y a une différence avec le cantonnement des Séléka. Les Séléka qui étaient au camp Kassai. Donc, c'est des militaires qui sont dans un camp, qu'il fallait déplacer du camp Kassai en attendant de les ramener dans le nord et l'est du pays. On les a mis au camp Béal. Il y avait également des Séléka à la BSS et on les a tous enlevés également pour les cantonner. On n'a pas ramassé les Séléka dans la rue pour les cantonner. Ce sont les Séléka qui étaient au camp Kassai et dans certains centres des forces armées qu'on a cantonnés. Hier, vous avez parlé de vos efforts pour assurer un désarmement volontaire organisé par les forces internationales à la place d'un cantonnement. Alors, est-ce que je comprends bien de ce que vous avez dit hier que ce désarmement volontaire qui était suggéré à l'époque ne comprenait pas de volet réhabilitation et réinsertion? Ce n'était qu'une suggestion que les gens rendent les armes. C'est bien ça? C'est bien ça. C'était une remise d'armes volontaire. Encore une fois, hier, à la page 45 de la transcription real-time, vous avez dit que les gens n'étaient pas à l'abri d'attaques, même en 2014, et qu'ils préféraient avoir leurs armes pour se protéger. Alors, est-ce que ça, c'est pas d'autant plus vrai que, comme vous l'avez dit vous-même, les autorités étatiques ne fonctionnaient pas? Donc, il n'y avait ni police ni gendarmerie pour protéger la population. Vous êtes d'accord? Oui, ça je l'ai dit. Madame, l'absence de cantonnement, combinée à l'échec de ce désarmement volontaire, a mené à une situation où on avait des hommes en armes qui se mélangeaient à la population. C'est exact? Excusez-moi, j'ai compris. Madame Samba Panza. Le président. Madame Samba Panza, est-ce que vous avez entendu la question? Si oui, alors, oui, ça n'est pas un problème, ça n'est pas un problème. Maître Prou, est-ce que vous pourriez répéter la question, s'il vous plaît? Je vais répéter la question. Je vous suggérais, madame, que le fait qu'on n'ait pas cantonné les éléments à l'époque, combiné avec l'échec de ce processus de désarmement volontaire, a mené à une situation où des hommes en armes se mélangeaient à la population. C'est exact? Oui, c'est exact. Je voudrais vous montrer un document qui est dans le classeur du bureau du procureur à l'onglet 30, car OTP 2087-9059. C'est une note sur le processus de DDRR qui date du 26 mars 2015, un petit peu plus tard, encore une fois, et qui vous a été envoyée par le Premier ministre Kamoun. Et dans cette note, on parle qu'au final, il y a eu un accord sur le DDRR en 2015 et que les groupes armés ont accepté le regroupement, le cantonnement et le dépôt des armes sans contrepartie financière. Et à la page 9060, on parle des étapes ou des éléments de cette prise en charge. On parle d'identification des sites, regroupement, prise en charge alimentaire et projet communautaire.
Madame Samba Panza, est-ce qu'on est d'accord que c'est essentiellement ce que les anti-Balaka vous avaient demandé déjà en février 2014? Avant de répondre à la question, je voulais juste relever que la date de la note n'est pas bonne, ça ne doit pas être mars, puisque là-dedans on parle de l'accord à Brazzaville, sur le DDR qui a eu lieu à Brazzaville en juillet à Brazzaville. Donc il doit y avoir un petit problème sur les dates, mais sur le principe de ce que vous posez comme question, oui, c'est tout à fait ça. Et vous avez vu, I think we are place DDR, I- on a décidé de mettre le prix DDR. Le président, mars 2015, je crois. Donc il n'y a pas de contradiction, mais nous avons la réponse du témoin. Bon, mais nous avons ce problème de connexion aujourd'hui à nouveau. Puisque nous arrivons à la pause déjeuner, il faudrait peut-être essayer d'améliorer les choses. Maître Proux? I just want to confirm what the witness is. Maître Proux, je voudrais confirmer ce que dit la témoin au sujet de la date. Il y a une confusion au sujet de ce document parce que figure le 26 mars en haut de ce document et en dessous le 23 avril et puis plus bas 10 mai. Donc je pense que c'est mai 2015 ou juin, mais pas avant cela. La présidente, eh bien cette témoin est vraiment très attentive. Rien n'échappe à son attention, apparemment. Merci beaucoup, Madame Samba Panza. Mardi, lors de l'audience, et c'est la transcription T249 aux pages 66 et 67, vous avez expliqué, de façon très candide d'ailleurs, que vous aviez donné un petit peu d'argent aux anti-Balaka, par exemple aux sorties de réunion, parce que beaucoup d'entre eux étaient en difficulté financière. Et vous avez d'ailleurs affirmé que M. Ngaïsona faisait de même, et qu'il aidait aux besoins primaires, hein, aux besoins de nourriture, de soins de santé, pour des questions familiales, etc. Alors, est-ce que vous pensez que ces dons d'argent, hein, tant de votre part que de la part de M. Ngaïsona, allaient dans le sens du retour à la paix, hein, dans le sens où un anti-Balaka qui a de quoi manger est moins porté à piller? Est-ce que vous êtes d'accord? Déjà, votre expression que j'ai dit de manière candide me heurte un peu. Bon, même si c'est vrai que j'ai dit de manière candide, ça me heurte un peu. Mais je suis d'accord avec vous que si M. Ngaïsona donne un peu d'argent aux anti-Balaka, c'est pour leur permettre de faire face à leurs besoins les plus élémentaires. Je vous remercie. Je disais candide d'une façon admirative. Je suis désolée si ça a été interprété d'une autre façon. Mais je passe à autre chose. Je voudrais aborder brièvement la question des relations de M. Ngaïsona avec la communauté musulmane. Et je vais commencer par vous montrer un document qui est dans le classeur de la défense, à l'onglet 59, CAR OTP 2084 0157. Alors vous voyez, Madame, à l'écran, un communiqué radio qui est daté du 28 juin 2014, qui est signé par M. Ngaïsona, dans lequel M. Ngaïsona demande aux anti-Balaka de s'abstenir de troubler la paix pendant la période du Ramadan. Voilà, c'est un message qu'on peut interpréter comme étant un message d'union et d'appel au calme pendant cette période sacrée pour la population musulmane.
Est-ce que vous aviez déjà vu ce document? Est-ce que vous étiez au courant? Peut-être pas spécialement, mais cela procède donc d'une volonté d'aller vers la cohésion sociale et c'est tout à l'honneur de Monsieur Ngaïsona. Je vous remercie. Sur ce même sujet, je vais vous faire écouter un extrait de la même interview que tout à l'heure, qui a été donnée par M. Ngaïsona au début juillet, donc dans les jours qui ont suivi ce communiqué de presse. Pour la vidéo, c'est le document 48 du classeur de la Chambre, car OTP 20420916, et la transcription est au document 49 20880649. On va faire écouter de la minute 10, 45 secondes jusqu'à la minute 12, 8 secondes, et c'est les lignes 133 à 151. Et encore une fois, j'attends le signal pour qu'on fasse jouer l'audio. The sign was there. Le président, le signe nous a été donné. Maître Proulx, je l'ai vu, merci. Timbigie ake tensusi a yeso a antibalaka ake sara wala yeso a silika ake. So obviously we have. Le président, il faut le rediffuser. Est-ce que vous êtes prêts dans les cabines ou non? So that the Sangobu. La cabine Sango peut-elle nous faire un signe si elle est prête? Est-ce que la cabine Sango est prête? Hand raising. Le président, je vois un signe de leur part, donc je pense que nous pouvons commencer. Oui, c'est vrai, mon frère aimé Koea Ziambe. J'ai une question qui me tient à cœur de poser au coordinateur. Ma question concerne les exactions qui se commettent d'un côté par les anti-Balaka et de l'autre côté par les Seleka. Coordonnateur général, maintenant que vous êtes le coordonnateur national, quelle action pensez-vous mettre en œuvre pour que l'entente règne entre les anti-Balaka et les Seleka? Je pense que nous aurons un gros travail à faire. Avant notre assemblée, j'ai rencontré mes frères Hissène et Neris Massi. Nous avons travaillé et avions mis pied quelques lignes directives qui devront nous aider à tourner le dos à tout ce qui s'est passé. Pour le moment, nous avons bien avancé avec l'aide des médiateurs Pareto, Beni et Koyate pour le travail qu'ils accomplissent entre nous. Nous avons bien avancé. Pour l'instant, l'entente est là entre nous et nos frères Seleka, mais vous savez, une fois sur le terrain, les choses peuvent changer. Nous pouvons nous entendre, mais toujours est-il qu'il y a toujours rien de signé sur papier qui nous donne officiellement l'autorisation de circuler librement. Je tiens quand même à répéter que le travail que nous avons accompli est déterminant pour le retour de la paix dans le pays. Vous pouvez voir l'exemple que nous donnons en respectant la période du Ramadan qui est sacrée. J'ai signé un document dans lequel je demandais aux anti-Balaka d'accompagner nos frères qui sont dans cette période de prière, car cette prière ne les concerne pas eux-mêmes, ne les concerne pas eux seuls, mais elle concerne tout le pays. Cela nous concerne nous tous.
Madame Samba-Panza, vous avez entendu les propos de Monsieur Ngaïsona. Il parle de ce communiqué de presse là, que je viens de vous montrer, mais il parle aussi du fait qu'il est en médiation par l'intermédiaire de certaines ONG avec la communauté musulmane et qu'il est optimiste d'en arriver à des accords. Est-ce que vous saviez que M. Ngaïsona, à l'époque, avait ce comportement proactif d'essayer d'en arriver à des accords avec la communauté musulmane? On a évoqué hier ou avant-hier la contribution de l'ONG Mouda et Pareto pour essayer d'amener la cohésion sociale au sein des groupes armés. Je vous ai dit que j'y ai été invitée moi-même. Vous avez d'ailleurs relevé que c'est l'une de mes filles qui était membre de cette ONG, etc. Donc je suis au courant, j'ai été mise au courant, j'ai été invitée, mais pour diverses raisons d'État, j'ai pas pu y aller, mais je le savais et j'ai encouragé cette démarche. Mouda est venu me voir, Pareto est venu me voir et je leur ai dit que cela pouvait se faire. Je vous remercie. En fait, ma question était plutôt sur le rôle de M. Ngaïsona. Est-ce que vous saviez que M. Ngaïsona s'était lui-même personnellement engagé dans ce processus? Les anti-Balaka avec les musulmans. Ngaïsona, il est coordonnateur, donc forcément, il est engagé, madame. I'm turning to the presiding judge. I see. Maître Pro, je m'adresse au juge président. J'en ai encore pour à peu près une demi-heure, peut-être. Le président, faisons la pause jusqu'à 2 heures, ou est-ce que c'est absolument impossible, Maître Knops? Si vous avez 2 heures également. Bon, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, nous allons poursuivre comme nous le faisons d'habitude. Maître Knops. Monsieur le Président, si nous dépassions 4 heures, 15 minutes à peu près, alors je pourrais le faire. Le Président, alors essayons cela. Maître Knops, oui, je pourrais essayer de terminer. Le Président, alors nous prendrons en compte cette pause déjeuner plus courte. Une pause déjeuner plus courte. Le Président, alors nous nous retrouvons à 14 heures.